Si personne ne se décide, je choisis. Pas besoin de faire un choix. En mai, regardez le sport qui vous plaît sur les 4 chaînes Canal Plus Sport. Et pour l'occasion, le décodeur est à 12 000 francs et la parabole est offerte. Tous les sports sont sur les bouquets Canal Plus. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. De nouvelles opportunités s'offrent au plan Sénégal émergent. Elles ont été identifiées lors d'une séance de travail entre le président Macky Sall et des représentants d'institutions financières internationales ainsi que des porteurs de projets. C'est dans le cadre du Forum économique mondial sur l'Afrique à Kigali. La paix et la sécurité, deux grands défis au cœur des débats de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Tenue à Dakar, la rencontre a permis aussi de faire le point sur les acquis de la sous-région, notamment sur le plan économique. Comme tous les vendredis, la rubrique métier est bien au rendez-vous. Elle nous amène ce soir dans les ateliers des professionnels de la beauté de l'écriture. Les calligraphes, nombre d'entre eux sont formés à l'École nationale des arts. Toutefois, ils sont confrontés au problème d'accès au marché. Une Sénégalaise nommée secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a été promue à ce poste à l'occasion du congrès de la FIFA tenu à Mexico ce 13 mai. On vous propose son portrait dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Je le disais tantôt au Forum économique de Kigali, le président Macky Sall a eu une séance de travail avec des institutions financières internationales, des investisseurs privés et porteurs de projets. Au menu des échanges, élaborer des mécanismes de financement dans le secteur des infrastructures. Des projets ont été identifiés pour dégager des lignes d'investissement en phase avec le plan Sénégal émergent. Envoyé spécial Pabiram Bigendiaï. Au 12e jour du Forum économique mondial sur l'Afrique, focus sur les infrastructures. Le sujet est devenu incontournable dans la marche vers le progrès. Autour de la table du président Macky Sall, des personnalités de la Banque mondiale, des investisseurs étrangers, des banquiers et quelques dirigeants africains. L'idée est de créer une synergie pour réussir le pari d'une connectivité africaine dense à travers des infrastructures structurantes. Le président l'a dit, et l'a dit extrêmement clairement, les infrastructures c'est un écosystème. Il ne suffit pas d'avoir une idée et de l'argent, mais c'est savoir comment on rapproche l'idée des moyens de financement, comment l'idée devient un projet, comment ce projet se définit en termes de quels sont les risques qu'on prend, qui va payer, quoi, est-ce que c'est le consommateur, est-ce que c'est le contribuable, quel type de financement doit être apporté, financement public gratuit entre guillemets ou financement privé, quelle bonne combinaison. Et un des points très importants qui a été souligné, c'est le rôle des autorités publiques, le rôle des gouvernements. Il faut que dans chaque pays et au niveau du continent pour les projets régionaux, on trouve un leadership politique qui permette de dire ce projet est prioritaire et donc on va faire en sorte de mobiliser tout ce qu'il faut pour que ce projet existe. L'enjeu est bien cerné. Le président de la République Macky Sall fait ressortir toute la vitalité d'une nouvelle approche infrastructurelle qui fera du Sénégal un pays nouveau avec un réseau ferroviaire, routier et autoroutier qui mène vers l'émergence. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à près de 200 km si l'on considère les projets en cours, 200 km d'autoroute, avec une planification de 50 km au moins par an. Nous avons également un nouvel aéroport international qui va ouvrir dans 8 mois et un projet de train électrique qui va être le premier en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud,
et du Maghreb, bien entendu, pour relier Dakar à ce nouvel aéroport. Autour de cette table, plusieurs opportunités d'investissement s'offrent à notre pays, dont le domaine des infrastructures. Le défi de la mobilisation des ressources, longuement débattu, et au finish. Et s'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'argent disponible. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas toujours combien, on ne sait pas toujours où, on ne sait pas toujours dans quelles conditions. Et donc une des forces de la discussion de ce matin et du partenariat qu'on crée autour des infrastructures en Afrique, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour que chacun sache ce que fait chacun. C'est évidemment de manière centrale les gouvernements, parce que les infrastructures sont des projets en général publics, avec un leadership politique important. Donc la présence du président Macky Sall ou la présence du ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, était très important. Mais on avait aussi des banquiers, des investisseurs institutionnels, des banques de développement, des porteurs de projets, en particulier dans l'énergie, des financeurs privés. Donc c'est cet écosystème qui est en train de se transformer et qu'il faut qu'on appuie de toutes nos forces et qu'on supporte de tous nos voeux. Passé le cap de la mobilisation des financements, il reste l'identification des projets innovants pour capter les investissements. Au Sénégal, l'option est claire. Nous avons la relance du chemin de fer avec deux projets, je l'ai dit, le train express électrique rapide et la relance du Dakar-Bamako, qui est un vieux chemin de fer que nous voulons réhabiliter ou construire en nouveau, c'est selon en tout cas les réponses du secteur privé et des partenaires multilatéraux. Au sortir de cette rencontre, de nouvelles opportunités de financement se présentent au Sénégal. C'est tout l'intérêt de cette séance de travail qui aboutit à plusieurs axes de partenariat entre le Sénégal et des institutions financières mondiales, mais aussi avec le secteur privé étranger. Sénégal, République tchèque, la coopération se renforce. Une forte délégation d'hommes d'affaires conduite par le ministre de l'Agriculture est à Dakar. Ils ont d'abord été reçus par le ministre des Affaires étrangères, puis par le Premier ministre. Les projets concrets allant dans les domaines des infrastructures, de la santé et de la sécurité ont été arrêtés. Compte rendu à Ramdao. Entre la République tchèque et le Sénégal, les perspectives de coopération sont nombreuses. Qu'il s'agisse de sécurité, d'infrastructures, de transport, d'agriculture ou même de santé, les Tchèques sont disposés à accompagner le Sénégal. Avec le projet de construction d'hôpitaux dans un certain nombre de capitales de notre pays, le domaine également des transports aériens et des infrastructures, avec l'important projet que nous avons de construction d'aéroports régionaux dans certaines régions du pays, comme à Kolda, comme à Tamba, par exemple. Nous avons également décidé d'explorer des voies et moyens de développer une coopération dans le domaine de la sécurité et dans le domaine militaire. Ils sont venus en nombre, une vingtaine d'hommes d'affaires qui ont déjà pris part à un forum. La délégation est conduite par le ministre de l'Agriculture tchèque, avec les représentants du ministère du Commerce et des Affaires étrangères. Il s'est longuement entretenu avec le Premier ministre. Je lui ai également transmis l'invitation pour le président de la République à se rendre en visite de travail en République tchèque. Et nous avons notamment parlé des projets qui sont déjà en cours. Il s'agit des projets de fourniture de bus et également le projet de construction de 4 grands hôpitaux. La fourniture de 1000 bus à Dakar Demdik fait partie des perspectives. Le Sénégal est dans une logique de diversification de ses partenaires. Vous savez, pendant très longtemps, cette région d'Europe centrale et orientale a été absente de notre politique étrangère, de notre action diplomatique. Nous avons ouvert tout récemment une ambassade en Pologne, les pays d'Europe centrale et orientale qui sont de plus en plus actifs sur la scène internationale. Beaucoup d'entre eux sont membres de l'Union européenne, sont membres de l'OTAN. Ils ont un potentiel, ils ont beaucoup de richesses, beaucoup de réserves, beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise à partager avec les pays. Tous ces pays portent un grand intérêt à l'Afrique. Et il faudrait qu'il y ait également du répondant. Ce sera au tour de la réserve de Banja d'accueillir la délégation samedi. Les Tchèques y ont beaucoup fait dans la protection de l'élan de Derby. Je le disais en titre, la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est tenue ce vendredi matin à Dakar. La rencontre a permis de faire le point sur les avancées et les défis à relever. L'économie, la paix et la sécurité figurent en bonne place parmi les débats parmi les points qui ont alimenté les débats. Sedina Alunfal, compte rendu. À 41 ans, la CEDEAO aborde un tournant afin d'opérer des réformes et se donner les moyens de ses ambitions.
Opportunités acquises et réalisations ont été indexées lors de cette 66e session ordinaire du Conseil des ministres. Les intervenants ont unanimement remercié le président Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, pour son engagement. La rencontre de Dakar nous offre l'opportunité d'évaluer nos ambitions. Elle va nous aider à mieux affiner nos approches et nos actions, à asseoir les bases d'une crédibilité toujours croissante de notre organisation commune. À l'issue des différentes interventions, tout porte à croire que la mise en place de cartes biométriques, d'infrastructures, d'un plan d'action pour l'autoroute Dakar-Abidjan, ainsi que le tarif extérieur commun, permettront d'améliorer les conditions de vie des populations de l'espace CEDEAO. L'entrée en vigueur du tarif extérieur commun, l'adoption de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO sont des illustrations probantes de ces acquis. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, dont les négociations ont été supervisées au plan politique par son Excellence M. Macky Sall, est en bonne voie de parachèvement malgré quelques lenteurs. Ces résultats qui confortent d'autres préalablement obtenus sont sans conteste à saluer dans la perspective de la construction du marché commun qui constitue l'un des objectifs principaux de notre communauté. La paix et la sécurité ont été placées parmi les priorités de l'heure. Il faudra concilier libre circulation et sécurité. De l'avis des participants, il faut barrer au plus vite la route au terrorisme qui perturbe le sommeil et la quiétude des populations. Le secteur privé de la santé a toute sa place dans le système. C'est la conviction du ministre de la Santé qui vient de signer une convention de partenariat avec l'Alliance du secteur privé de la santé. Ces professionnels qui assurent près du quart des prestations formalisent ainsi leur lien avec le ministère avec l'objectif de contribuer aux différentes politiques sanitaires comme la couverture maladie universelle, nous dit Oumar Diawa. Ce mémorandum, c'est l'entente entre le ministère de la Santé et l'Alliance du secteur privé pour la santé. La SPS regroupe près d'une vingtaine d'organisations professionnelles de toutes les spécialités. Elle est née il y a presque un an avec un objectif ambitieux et noble. Contribuer à améliorer la santé des populations au Sénégal, non seulement par les actions, par les soins, mais également par la participation à l'élaboration, au suivi, à l'application des politiques de santé. Et son objectif est de fournir des soins de qualité. Des soins de qualité partout, cet objectif rejoint selon le ministre ceux de l'État à travers le PSE et la CMU. Si toutes ces personnes, tous ces acteurs du secteur privé s'impliquent dans ce PSE, mais également dans la couverture maladie universelle, je crois qu'on aura vraiment d'excellents résultats. C'est par justement le dialogue et le partenariat public-privé que nous pouvons y arriver. Avant d'en arriver à cet accord, le secteur privé a sillonné les différentes régions pour faire le point d'une situation jusque-là pas exactement mesurée. Il a fallu fermer cabinets, labos et officines. Même le temps que vous passez ici est un temps qui peut être considéré pour vous comme un temps précieux, puisque vous perdez peut-être certains dividendes, etc. Le secteur privé de la santé pèse pour au moins 25% des prestations offertes. Il fait partie intégrante du système avec des milliers d'emplois. Votre place est acquise. C'est normal, ce n'est même pas une faveur qu'on vous fait, c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de nos populations. Par les compétences qu'il regroupe et par ses infrastructures, le secteur privé de la santé doit pouvoir valablement contribuer à l'amélioration des soins. Il doit surtout être pris en compte dans les formations, les décisions stratégiques et la production de statistiques. 10e anniversaire de Réussir Magazine. Pour l'événement, le magazine du business a organisé un débat autour du PSE et du secteur privé national et panafricain. Les partenaires et les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent ont animé les différents panels. Compte rendu Fantabadji. 10 ans au service de la population pour informer sur le plan économique le Sénégal et sa diaspora. Le magazine du business, à l'occasion de sa décennie, invite l'État et le secteur privé à une réflexion sur l'appropriation du plan Sénégal émergent. Vous savez que le plan Sénégal émergent est le référentiel économique de toute la politique économique du Sénégal, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il s'est posé un gros malentendu à l'origine,
parce que la plupart des acteurs du secteur privé disent que le plan émergent se fait pour les étrangers et par les étrangers. Économistes, banquiers, investisseurs et autres entreprises ont abordé l'ensemble des problématiques et enjeux majeurs liés au PSE, mais la question de son financement a surtout fait l'objet d'un débat de fond. Il y a, si nous voulons atteindre les objectifs d'émergence que nous sommes fixés, un besoin d'aller plus loin et d'approfondir davantage l'appropriation du plan Sénégal émergent par tout le monde. Les ingrédients sont réunis pour qu'aujourd'hui le secteur privé national, le système financier national puisse apporter sa contribution à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qui, je le rappelle, si je me limite au projet phare, comporte un besoin de financement de 12 000 milliards de francs CFA sur les 27 projets phares, donc 4 000 milliards à mobiliser par l'État, donc ce financement public, mais un besoin de 8 000 milliards de francs CFA attendu du secteur privé sous forme de partenariat public-privé ou d'investissement privé. Ce grand projet de l'État peut bien s'enrichir des propositions ressorties ici. Le secteur privé, pour sa part, pourrait aussi harmoniser ses positions avec le maître d'œuvre du PSE. Le patronat a une fois de plus réitéré son invite relative aux parts de marché qui lui sont accordées dans les différents projets de l'État. Le deuxième élément qui pour nous manque lorsque nous parlons du secteur privé national, c'est ce que nous appelons l'actionnariat populaire. Pour nous, le citoyen sénégalais, dans sa sphère privée, a envie aussi de s'approprier le PSE. Et pour ce faire, il ne s'agit pas d'applaudir simplement aux projets qui sont présentés, il veut se sentir concerné et partie prenante. Or, pour être partie prenante dans ces projets, ce citoyen sénégalais voudrait souscrire des actions dans les sociétés de gestion d'autoroutes ou dans les sociétés de gestion des infrastructures ou participer même dans des grands projets qui ne sont pas forcément des projets d'infrastructure mais qui seraient des projets industriels ou miniers. Pour ces 10 ans, cette édition spéciale est publiée. Elle est consacrée à la génération 88 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'éditorial est signé par le chef de l'État. Il fait partie de cette génération qui, selon Macky Sall, s'est illustrée de fort belle manière dans tous les secteurs de la vie du Sénégal. Les jeudis de l'ARMP sont un rendez-vous trimestriel qui permet d'analyser le contexte économique actuel de mise en œuvre des politiques publiques, une occasion de revenir sur les réformes budgétaires et financières en cours, mais aussi les délais de procédure de passation des marchés, compte rendu co-assisté Aminata Bengfal. Les jeudis du master de l'Agence de régulation des marchés publics, une tribune d'échange sur l'actualité économique, l'utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés, les réformes budgétaires et financières en cours ou encore les attentes et propositions du secteur privé, autant de thèmes débattus. Aujourd'hui, je pense que le souhait que nous avons, c'est surtout d'augmenter l'efficacité de la dépense publique. Et pour ça, nous avons intérêt à revisiter les procédures. Et nous pensons effectivement que les bailleurs doivent converger avec les acteurs publics pour appliquer des systèmes de contrôle surtout allégés. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, les systèmes nationaux ne sont pas très conciliables avec les systèmes des bailleurs de fonds, surtout parce que peut-être ces procédures sont différentes, les modes de réduction sont différents et surtout les interprétations sont différentes. Des différences qui créent des lourdeurs dans les procédures, ce qui retarde souvent l'exécution des programmes, des dépenses et surtout des projets prévus. En matière de délai, on doit y travailler parce que c'est ça qui permet aussi de rester dans le temps. Parce que pour un budget annuel, si vous devez passer plus d'1 an pour faire une procédure, il va sans dire que vous ne pouvez pas, dans l'année, exécuter un programme que vous avez identifié. Et donc vous avez aussi les moyens, c'est ça qui pose problème. Vous avez les moyens, vous avez votre projet, mais vous avez des difficultés à le réaliser pour des questions de procédure. Étant donné qu'on va aussi vers une réforme par des budgets programmes où les départements ministériels sont tenus par des contrats de performance, donc des résultats à atteindre, je pense qu'il faut nécessairement qu'on réduise les délais d'exécution. Ce cadre de dialogue est co-organisé par l'ARMP, l'ENA et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On ne peut pas faire de développement sans dialoguer, sans partager, sans échanger. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il était important d'avoir un outil
qui va nous permettre de nous concerter sur certains thèmes. Et donc régulièrement, tous les 3 mois, nous nous réunissons avec des grands experts, des marchés publics, des finances publiques ou tout autre thème qui nous semble pertinent, de manière à partager pour voir comment on peut faire un pas supplémentaire. Les jeudis du master, une occasion d'analyser le contexte actuel de mise en œuvre des politiques publiques. Objectif, lister les contraintes et opportunités pour formuler des recommandations utiles à l'exécution des programmes publics. 150 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Sénégal perd chaque année avec la Omar Gueye est présidé ce matin à la validation de la lettre de politique sectorielle de son département, compte rendu Maman Moussagnan. Restituer et valider cet outil devra permettre d'accélérer la politique de valorisation et d'exploitation des ressources halieutiques. La pêche étant un secteur moteur pour la création d'emplois et de richesses, elle va tirer beaucoup de profit de cette lettre de politique sectorielle. L'exercice d'élaboration de la nouvelle lettre de politique sectorielle intervient dans un contexte particulier. La gestion des pêches est enrichie de nouveaux paradigmes et instruments promus par les objectifs de développement durable ODD adoptés en septembre 2015. Avec l'élaboration de cette lettre, c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans le cadre du partenariat qui lie le Sénégal à beaucoup d'organismes internationaux. La mise en œuvre de la nouvelle politique devra nous permettre de faire face aux problèmes d'ordre structurel ainsi qu'aux menaces externes. Pour les partenaires, l'essentiel est fait, l'heure est à l'exécution. La nouvelle lettre de politique sectorielle va contribuer incontestablement au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Dès lors, la JICA s'engage avec les autres partenaires techniques et financiers du secteur à participer activement au comité conjoint de suivi et d'évaluation envisagé à cette époque. Des efforts sont faits dans la mise en place des infrastructures de pêche, dans l'amélioration des conditions de sécurité des pêcheurs, entre autres, a indiqué le ministre. Mais aujourd'hui, a-t-il dit, la pêche illicite qui fait perdre 150 milliards chaque année au Sénégal inquiète. Effectivement, cette pêche illicite non déclarée, non réglementée, nous pose énormément de problèmes. Je pense que le temps est venu de décréter le temps du renforcement de la surveillance de nos ZE, de nos zones économiques exclusives, en y mettant des moyens adéquats. L'atelier national regroupe des représentants des pêcheurs, des techniciens experts de la pêche, venus de toutes les régions du Sénégal. La lettre de politique sectorielle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance intègre les aspects sociaux et ceux liés au genre. Elle a été soumise à validation en présence de plusieurs acteurs de ce département ministériel, compte rendu à Bassao. Les acquis et contraintes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance ont été passés au peigne fin par le ministre Maria Massar, les techniciens et autres partenaires financiers. Le diagnostic se passe de commentaires. Votre département ministériel a réalisé beaucoup de prouesses et capitalisé des acquis considérables, notamment avec la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres, actuellement en cours d'institutionnalisation. On peut noter des avancées au plan juridique, économique, social et culturel avec l'adoption de textes législatifs et réglementaires. Cette lettre de politique sectorielle de développement intègre les aspects sociaux, le genre, la petite enfance et la gouvernance du secteur. Elle permet le renforcement des cadres institutionnels, organisationnels et la gestion des ressources. Ce qui renforce nos possibilités de synergie avec les partenaires techniques et financiers. La tenue de cet atelier illustre, si besoin en était, le respect du système de planification nationale tenant compte du contexte de raréfaction de ressources et de contrôle citoyen. Je ne doute aucunement que cette nouvelle ère de planification centrée sur les résultats de nos actions va renforcer l'impact de l'action de l'État du Sénégal, particulièrement attentif aux questions d'équité et d'égalité de genre. Après sa validation, la lettre de politique sectorielle de développement va constituer un document de référence des politiques publiques, une manière de garantir la transparence dans la gestion.
Changer de paradigme pour atteindre les objectifs visés par le président Macky Sall, c'est la conviction du ministre des Sports. Matar Ba a présidé la revue annuelle sectorielle de son département. Compte rendu Ibrahim Ndonga. Une retraite de 3 jours pour partager sur la revue annuelle sectorielle du ministère des Sports. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Un séminaire ayant comme objectif améliorer le fonctionnement et les performances du département. Changer de paradigme, changer comment on gère le secteur des sports. Parce que vous tous, vous savez que le président de la République veut un sport performant. Pour y arriver, il faut un passage obligé. Et le passage, c'est quoi? C'est de savoir identifier les indicateurs, savoir identifier tout ce qu'il faut pour arriver en tout cas à des résultats extrêmement importants. La rencontre a enregistré la présence de certains acteurs du monde sportif, l'occasion saisie pour revenir sur les réalisations faites par le gouvernement dans ce domaine. Depuis un certain temps, nous avons la réhabilitation de beaucoup d'infrastructures au niveau régional et départemental. Ça c'est des faits. Donc je ne fais pas l'éloge, je traduis des faits. Et il n'y a guère, il y a eu des décisions importantes avec la pose de la première pierre de l'arène. Beaucoup avaient commencé à douter de sa réalité. On a posé la première pierre du palais des sports et je vous dis que je suis ce mouvement-là dans le mouvement depuis très longtemps. Et je sais effectivement que le palais des sports est une exigence. La déontologie ainsi que la rédaction administrative ont aussi été abordées. Ce qui est extrêmement important, parce que quel que soit le schéma qu'on met en place, si ce n'est pas accepté par les populations, ça ne sera pas digeste. Et pour arriver à des résultats extrêmement importants qui servent les populations, il faut en tout cas savoir identifier, mais aussi savoir partager avec l'ensemble des populations. La gestion axée sur les résultats, le viatique qui guide les actions gouvernementales. Ce qui veut dire que l'information sur la performance devient alors un mécanisme important pour déterminer les affectations budgétaires. La commune de Badion, dans le département de Médina Yoro Fula, étraîne son nouveau collège d'enseignement moyen. L'établissement est construit et équipé par le gouvernement du Sénégal pour un coût global de 95 millions de francs CFA. Il a été inauguré ce jeudi par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, nous dit Pape Kolingom. Il y a 3 ans, précisément le 8 février 2013, un violent incendie ravageait totalement l'unique collège de la commune de Badion, constitué à 100% d'abris provisoires. Pourtant, malgré les conditions d'enseignement et d'apprentissage précaires, le CEM s'est illustré au niveau national par ses résultats très honorables aux examens scolaires, 100% au BFM ces 3 dernières années. Des performances qui méritent bien des récompenses de la part de la République reconnaissante. Cette nouvelle infrastructure scolaire dispose de toutes les commodités nécessaires à son bon fonctionnement, en permettant aux élèves d'évoluer dans un environnement propice au travail et à la réussite, avec notamment 4 salles de classe ordinaires, 2 salles spécialisées, un bloc administratif, 2 blocs d'hygiène séparés pour filles et garçons, avec un dispositif d'accès pour les personnes vivant avec un handicap. Avec ce bijou qui dispose de toutes les commodités des collèges de dernière génération, les populations et la communauté éducative de cette partie du Fouladou peuvent s'estimer heureuses. Ce bijou constitue une fierté pour toute la population de la commune dont la réalisation est le fruit de l'homme des actes concrets et non des paroles. Je veux nommer son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République. Nous sommes très heureux de par la construction de notre collège. Nous remercions le président de la République et lui disons qu'on envie de plus les élèves de la ville parce que nous avons tout à notre disposition. Après la construction, nous avions reçu un lot d'équipements de dernière génération. 12 ordinateurs élèves, 12 imprimantes, 12 onduleurs et tout ce monde qui accompagne ce que j'appelle ce monde moderne.
Ce nouveau collège de Badjon est un maillon d'une chaîne d'infrastructures scolaires que le gouvernement du Sénégal va construire dans la région de Kolda. Ainsi, de 2012 à 2018, ce sont plus de 11,5 milliards de francs CFA qui vont être investis dans le secteur de l'éducation à Kolda. Dans l'éducation, toujours, Eiffage équipe l'école élémentaire de Yam. Un an après avoir reconstruit l'école, le groupe vient en renfort au cours d'initiation. Cela entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, nous dit Awandiaï. Un an après l'inauguration de l'école de Yam, que le groupe a entièrement rénové, Eiffage revient sur ses pas. Cette école expérimente cette classe préparatoire pour ses enfants devant s'inscrire l'année prochaine en cours d'initiation CI. Équiper cette salle était donc une préoccupation pour les dirigeants de l'école et Eiffage a répondu à l'appel. C'est un investissement effectivement qui en vaut la peine. Parce que investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir. Par vraiment l'équipement de cette salle, il contribue à vraiment former la pépinière qui sera l'élite de demain. Pour le groupe Sénac Eiffage, l'objectif est de poursuivre ses efforts pour une bonne collaboration avec les riverains de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Sollicité par le directeur de l'école et les parents d'élèves, que nous sommes venus actuellement apporter une pierre encore dans cet édifice qui est en construction. C'est un effort certes louable, mais que nous voudrions aller crescendo. D'autres projets d'investissement seront envisagés dans le village de Yam et alentours. Eiffage se dit prêt à assumer sa responsabilité sociétale durant la trentaine d'années d'exploitation de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Voilà déjà place à la rubrique métier ce soir. Elle nous parle des calligraphes. La belle écriture est leur art. La plupart d'entre eux sont formés à l'École nationale des arts. La principale équation de ces artistes est toutefois l'accès au marché. La rubrique est signée Luzbita. Cet artiste est un calligraphe qui utilise les lettres comme support pour faire un art ornemental. Pour autant qu'il accepte de passer à la loupe l'ensemble de ses activités. C'est un communicateur. C'est un communicateur qui utilise les lettres en fait, pour faire passer des messages. Ces messages-là sont basés souvent sur un caractère esthétique. Donc voyez-vous, si on prend par exemple sur les écritures antiques, les graphos qui sont utilisés au niveau des cavernes, les écritures arabes par exemple, si on prend aussi de manière plus moderne l'expression urbaine avec le graffiti, donc vous voyez tout le temps que c'est le même concept qui revient toujours. C'est la communication, ce sont les messages, mais sous différentes formes. Pour devenir calligraphe, d'abord il faut avoir peut-être des dispositions naturelles, ensuite subir une formation, n'est-ce pas, peut-être en typographie, et maîtriser aussi le graphisme. La calligraphie vise donc à attirer, à séduire, à plaire et à véhiculer une information. En d'autres termes, ce langage vise toujours à avoir un caractère esthétique. De par ses couleurs, de par sa nature, soit naturelle ou originelle, soit fait avec de l'encre de Chine, soit avec de la craie ou bien de la boue, soit avec des teintes de manière plus ou moins naturelle. Donc on est arrivé de nos jours à utiliser des tons vraiment vifs, soit chauds ou froids, par rapport à leur utilisation dans le contexte moderne. L'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite ne s'improvise pas. Il faut un apprentissage et tout cela part du graphisme. L'écriture, c'est une forme graphique qui part d'un point et ce point maintenant suit une succession de manière continue pour donner naissance à une ligne. Cette ligne maintenant définit une forme. Maintenant cette forme peut revêtir une couleur ou bien elle peut être simple, vide, suivie de contours, de manière simple. Maintenant, avec l'évolution du temps, auparavant, on le faisait à main levée. Mais de nos jours, avec l'utilisation de TIC, technologie de l'information et de la communication, on voit de plus en plus qu'il y a ce qu'on appelle les fonds, ou bien des caractères. Donc des caractères antiques, des caractères arabes. Plusieurs promotions de calligraphes sont sorties de l'École nationale des arts. Pour y accéder, les inscriptions se font par voie de concours, ce à plusieurs niveaux. Par exemple, pour la formation des formateurs d'éducation artistique et musicale, il faut d'abord le baccalauréat. Ensuite, vous passez le concours. Pour le cycle élémentaire, il faut le bac, n'est-ce pas? Là, on forme des artistes pleins qui, à la sortie, vont travailler pour eux-mêmes, mais ne seront pas pris en charge par le gouvernement.
Et l'école des beaux-arts continue de perpétuer l'apprentissage de l'écriture. Une écriture qui a débuté depuis l'Antiquité et à cette époque, les anciens rois avaient tendance à vouloir tout transcrire. Ils cherchaient donc des personnes ressources appelées des scripts. Ce sont eux, ces scripts-là, qui faisaient tous les textes en écriture parce qu'il n'y avait pas d'imprimante. C'est à partir de là qu'est né les techniques d'écriture. Après ça s'est amélioré avec différents styles. Si vous voyez les Perses, les Romains, les Asiatiques, tous ils ont une manière d'écrire, et même la manière d'écrire avec un instrument. Les uns avec les plumes d'oiseaux, les autres avec des plumes qui sont faites avec des bouts de bois. Ça peut être du bambou taillé comme les Asiatiques. Chez nous les Africains, on avait les bois de khat qu'on appelait khat pour les cases et tout. La calligraphie reste somme toute peu répandue. Cet aspect ne permet pas aux artistes de décrocher des parts de marché. C'est d'abord l'ouverture des marchés. Bien qu'on ait le talent et tout, mais je pense que pour trouver des personnes qui sont très imprégnées pour vous acheter vos toiles et vos productions, c'est ce qui manque le plus. Ce qu'il y a, c'est que ce sont les mécènes qui s'activent le plus à ce niveau, malgré les aléas et puis l'introduction de nouvelles technologies. Nous-mêmes, quand nous sortions ici de l'École nationale des arts, nos diplômes étaient écrits par un calligraphe, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la nouvelle technologie est là, mais quand même on l'a laissée pour suivre une certaine tendance de calligraphie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de rampant qui vient et qui peut aider les calligraphes à s'affirmer et à vivre de leurs arts. Vivre de son art nécessite beaucoup de pratique en dehors des marchés. Ils doivent s'amuser avec la plume au risque de disparaître face à la puissance des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, l'éthique emboîte le pas au style calligraphique. Voilà pour la rubrique métier de ce soir. Et pour lutter contre l'immigration clandestine, il faut convaincre les jeunes à réaliser des projets dans leur terroir d'origine. C'est l'invite faite par l'ambassadeur de France au Sénégal. Il visitait des réalisations de jeunes entrepreneurs de la région de Tambacounda. La correspondance de Chorodiang. Première étape de la visite, les locaux de Nyokolo Transport, une entreprise financée par des ressortissants sénégalais originaires de la région de Kédougou basée en France. C'est en 2008 que l'étude de faisabilité du projet a été effectuée. Quelques années plus tard, les activités de l'entreprise de transport ont démarré. Quand Nyokolo devait être créé, nous avons financé l'intégralité des études de faisabilité pour leur dire que également, si vous investissez au Sénégal, voilà ce que vous aurez à gagner. Ils nous ont suivis et aujourd'hui le résultat est là. Et Nyokolo est en train également de s'étendre avec de nouvelles perspectives en s'investissant dans une agence de voyage, n'est-ce pas, qui a déjà démarré ses activités, mais également tout un réseau de stations-service parce que vous savez, il y a beaucoup d'axes à partir de Tambacounda jusqu'à Kédougou, vous ne pouvez pas trouver de station d'essence. Je suis tout à fait impressionné par le dynamisme de l'équipe de gestion de ce projet. Ce que je disais tout à l'heure, c'est deux remarques. D'abord, c'est la mobilisation de l'épargne de la diaspora, non pour des projets d'infrastructure ou des projets de développement personnel, mais la mobilisation de l'épargne de la diaspora pour des initiatives créatrices de valeur, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat. Et l'émergence, ce sera effectivement la multiplication des initiatives d'entrepreneurs dont l'objet est de créer de la valeur, créer de la richesse, créer de l'emploi. Après Nyokolo Transport, cap sur Laboya, localité située à 70 km de Tambacounda, ici des champs de bananes à perte de vue. Nous sommes dans le domaine agricole de Oumar Sall, un projet qui emploie aujourd'hui plus de 300 jeunes et qui existe depuis 20 ans. J'étais élève, j'ai étudié jusqu'à avoir mon brevet. Je faisais de la maçonnerie. Bon, j'avais à Dakar un mois. Après, on m'a appelé pour me dire qu'il y a un projet qui s'appelle Yelitare. Au moment de venir, j'avais une seule femme, même pas d'enfant. J'avais fait mon mariage 4 mois après. J'ai laissé ma femme là-bas et je suis venu. Actuellement, je me retrouve avec 2 femmes et 11 enfants. Côté matériel, j'ai mes vaches, une quarantaine. J'ai ma moto et un tracteur pour cultiver. Ils transportent tout.
Après la visite de terrain, Oumar Sall a invité l'ambassadeur et sa délégation dans une salle de conférence. Pendant un tour d'horloge, l'entrepreneur a fait une rétrospective dans le passé pour rappeler comment le projet agricole a été ficelé et réalisé. Pèlerinage marial de Popenguine, le thème de la 128e édition est « Comme Marie, soyons témoins de la miséricorde divine », un thème qui appelle les chrétiens du monde à toujours cultiver la miséricorde à l'image de la Sainte Vierge, nous dit Philomène Constance Diagne. L'église sénégalaise, en cette 128e édition du pèlerinage marial de Popenguine, veut s'adapter au thème universel, un sujet institué par le pape François dans le cadre de l'année sainte du jubilé de la miséricorde qui a débuté le 8 décembre 2015. Si nous voulons, comme Marie, être témoins de la miséricorde divine, c'est pour d'une part répondre justement à l'invite de l'église qui demande que tous les fidèles participent à la mission qui consiste à être artisans de la miséricorde divine à travers des œuvres bien précises qu'on appelle les œuvres corporelles, les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Mais en même temps, au niveau du pèlerinage, l'image de Marie ou la personne de Marie ou la figure de Marie nous est donnée comme modèle pour que nous puissions, comme elle, vivre ce qu'elle a eu à vivre ici sur terre. Sur terre, la Sainte Vierge a été l'exemple parfait d'une fidèle servante, une actrice de la miséricorde à imiter. C'est comme pour nous interpeller, nous qui sommes citoyens sénégalais, à être beaucoup plus solidaires vis-à-vis des autres. Mais comme baptisés, à faire comme Marie, marcher pas à pas avec les autres en les aidant dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes. En somme, partager et ne pas tourner le dos à ceux qui ont besoin d'être soutenus. Mais dans cet élan également, nous sommes invités à tout faire au nom de notre foi en Dieu qui nous a donné la raison et la grâce de pouvoir accomplir ces choses en son Fils et au nom de son Fils. Des milliers de personnes sont attendues à ce pèlerinage marial où prières et intercessions vont être adressées à Notre-Dame de Popenguine. Dans l'actualité internationale, Moïse Katumbi est hospitalisé après avoir été agressé par les forces de l'ordre en République démocratique du Congo. Le Hezbollah, qui perd un de ses chefs militaires en Syrie, est le nouveau président brésilien qui préside son premier conseil des ministres. Mais nous démarrons par François Hollande en visite en Centrafrique, le récit de Cher Traoré. François Hollande est en Centrafrique, une visite de quelques heures du chef de l'État français qui doit s'entretenir avec son homologue centrafricain. Les discussions vont tourner autour de la mission de l'opération Sangaris. Dans la nuit, François Hollande est attendu au Nigeria. À Abuja, il participera à un sommet régional sur la sécurité. Moïse Katumbi, brutalisé par les forces de l'ordre, l'information a été donnée par ses avocats qui ajoutent qu'il a été hospitalisé dans un centre médical de Lumumbashi. L'opposant et candidat à la présidentielle en RD Congo était convoqué pour la 3e fois dans la semaine par la justice, accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. La police a également dispersé à coups de lacrymogène la foule venue soutenir Moïse Katumbi. C'est une perte importante pour le Hezbollah. Le mouvement a perdu l'un de ses chefs militaires. Mustafa Badreddine commandait les forces du Hezbollah engagées aux côtés du régime syrien. Aucune information précise n'a été donnée sur les circonstances de sa mort, le Hezbollah parlant juste dans un communiqué d'une explosion. Badreddine était à la tête d'une force comprise entre 7 000 et 10 000 soldats du Hezbollah. Au Brésil, Michel Temer a présidé son premier conseil des ministres ce vendredi. Il a formé un gouvernement restreint chargé de relancer l'économie, de lutter contre le chômage et l'inflation. Michel Temer, en place pour 180 jours, veut pacifier la nation et unifier le Brésil. Retour chez nous, 29e concours de haïku. 6 prix ont été décernés aux lauréats sénégalais et 3 aux lauréats étrangers. Après une sélection de poésie, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée à l'ambassade du Japon à Nyamane. Ils sont 5 lauréats sénégalais à recevoir le prix du concours haïku. Le premier prix a été décerné pour la 2e fois à une élève de Mariama Ba. Fine fleur fanée, gise joliment jaunie, seule sans soleil. Je parle des fleurs en général et de l'automne aussi. On peut en tirer qu'on fait attention à ce qui nous entoure, à la nature en général. Je me disais à chaque fois que c'était le prix qui m'avait le plus marqué. Donc, remporter encore une fois, je suis vraiment fière et contente. C'est depuis 37 ans que le Sénégal participe à ce concours de poésie japonaise.
Cette année, 3 prix ont été décernés pour la participation étrangère, ce qui montre l'universalité du haïku. Une fois habitué à la poésie, vous vivrez d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus consciente. Vous serez plus attentif à tout élément de la nature, à tout ce qui bouge ou change ou chante. Vous trouverez aisément le mot de saison. Vous deviendrez plus humain parce que votre sensibilité se sera développée davantage. Le haïku, qui comporte un volet pédagogique, vient aussi renforcer les relations entre le Sénégal et le Japon. C'est le seul pays sur le continent africain où ce concours a existé depuis plus de 30 ans et nous y attachons beaucoup d'importance parce que ce sont les deux peuples japonais et sénégalais qui partagent les mêmes valeurs. Nous partageons les mêmes valeurs de démocratie, nous mettons tous les deux pays l'importance au développement des femmes, tout ça, mais la culture aussi est un aspect très important et donc maintenant c'est devenu un événement traditionnel, culturel, bien introduit auprès du Sénégal. Le haïku, poème d'espoir, de certitude et de reconstruction, est un héritage japonais. Il est destiné à réconforter la nature et surtout le cœur. Et c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien avec la 12e Biennale de l'art africain contemporain. Dans le volet off du Dakar, il y a cette année la première édition du Souba Biennale, le Salon international d'art africain contemporain, L'événement se tient présentement au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. En dehors des ateliers et autres performances d'artistes, l'événement présente une magnifique expo collective qui regroupe de grands noms de l'art africain et des jeunes qui démarrent, nous dit Oumidour. Ouvrir les portes du Dakar à une certaine catégorie d'artistes trop souvent laissés en rade durant cet événement, c'est l'ambition affichée des organisateurs de Souba Biennale, le salon international d'art contemporain. Je pense aussi que les designers, quand même, c'est aussi des artistes. Les musiciens, c'est aussi des artistes. Donc on a fait quelque chose d'assez conceptuel. On l'a appelé Souba Biennale comme la Biennale de demain. Et pour demain, il faudra sûrement compter avec le jeune céramiste franco-béninois King Hunde Pinku qui présente une douzaine d'œuvres. Dont une a été confectionnée en fait au Bénin et va être terminée au Japon. Donc c'est ça. Le but, c'est surtout de partager l'aventure avec les visiteurs du monde entier sur le processus de fabrication de cette pièce et la manière dont elle va évoluer au fur et à mesure. King en est au début de sa carrière, à la différence de quelques-uns des participants à cet événement dont les œuvres sont très cotées sur le marché international. Le Britannique d'origine sud-africaine Bruce Clark et ses fantômes de la mer consacrés à l'émigration clandestine, Delphine Diallo dont les photos s'arrachent à prix d'or à New York, Sophie Zinga dont les modèles ont été adoptés par la coqueluche d'Hollywood Lupita Nyong'o, ou encore les œuvres du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, l'artiste africain contemporain le plus cher de tous les temps. En tournée internationale, le chanteur Keziah Jones a fait une halte au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio qui abrite la manifestation. En plus de ses 2 concerts dakarois, il est la vedette de cette série de photos de Kelesiama Diobi. Je suis très intéressé par l'art moderne et tout ce qui est idée avant-gardiste. C'est pour cela que j'ai pris part à cette aventure où je me retrouve en super-héros dans les rues de Lagos. C'est un projet qui reflète assez bien la vision que j'ai de l'Afrique de demain, tout comme ses œuvres autour de nous. Des œuvres qui témoignent chacune à leur manière du dynamisme de la création contemporaine. Alors si vous passez par Diamniadio ces jours-ci, n'hésitez pas à faire une halte au CICAD. Ce qui vous y attend vaut le détour. Et je le disais en titre, c'est une grande première. Une femme, une Sénégalaise nommée secrétaire générale de la FIFA. Son nom, Fatma Samba Diouf Samoura. Elle a été promue à ce poste à l'occasion du congrès de la FIFA qui s'est tenu à Mexico les 12 et 13 mai. Ibrahim Mbouk nous dresse son portrait. De l'ombre à la lumière. Fatma Samba Diouf Samoura, 54 ans, diplomate,
sénégalaise Bontin devient la première femme secrétaire générale de la FIFA. Elle a 21 ans d'expérience dans le système des Nations Unies. Fatma Samoura a commencé sa carrière au Programme alimentaire mondial en 1995 en tant